Bienvenue sur ce plateau de KTO pour notre rendez-vous hebdomadaire face aux chrétiens, réalisé en collaboration avec La Croix, avec Radio Notre-Dame et le réseau des 64 radios de RCF. Alors pour cette semaine, nous accueillons Jack Lang. Inutile de présenter Jack Lang, 10 fois ministre, 10 années, ministre de la Culture, plusieurs années, c'est combien ? C'est 2 ans à l'Éducation nationale. Mais il est aujourd'hui, et depuis 2013, président de l'IMA, l'Institut du monde arabe, et c'est à cette occasion qu'on lui a demandé de venir, car l'IMA organise depuis le mois de septembre et jusqu'au 14 janvier une exposition extraordinaire sur les chrétiens d'Orient. Alors nous allons en parler, nous ne parlerons pas que de cela, bien évidemment, puisque nous avons la chance d'avoir Jack Lang. Alors il va être interrogé par 3 journalistes, Corinne Laurent de La Croix, bonjour. Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Bonjour. Et Damien Le Boulanger de RCF. Bonjour, monsieur. Alors, Jack Lang, merci d'être venu jusqu'à nous. On va parler bien évidemment de cette exposition qui est un succès formidable. Alors, la première question est toute simple. À quoi vous attribuez ce succès d'une exposition sur les chrétiens d'Orient ? Pourquoi ce succès ? Il y a beaucoup de raisons. Dites-nous en quelques-unes. La première, sans doute, c'est le travail qui a été réalisé par les équipes d'exposition de l'Institut du monde arabe, qui pendant 2 ans ou 3 ans ont sillonné tous les pays qui étaient concernés et ont réussi à convaincre les uns et les autres de prêter des œuvres qui parfois même dans ces pays ne sont pas présentées. Donc, ce qui est important, c'est que c'est une première. C'est la première fois que l'on présente dans le monde une telle collection de pièces, d'œuvres, manuscrits, documents, icônes, fresques, qui racontent 2000 ans d'histoire du christianisme en Orient. Mais pourquoi le public est venu ? D'abord parce que, encore une fois, c'est difficile à voir ailleurs qu'à l'IMA. Ensuite, je crois que finalement, cet événement fait apparaître que ce que nous voulions montrer, c'est que le christianisme est une composante du monde arabe. Et même, comme vous le savez, les chrétiens étaient là avant d'autres religions. Et en cette période où les chrétiens, et d'autres, les musulmans aussi d'ailleurs, ont subi les agressions, les violences, les attaques des terroristes et de Daesh, beaucoup de chrétiens ont été contraints de quitter même leur pays où ils vivaient depuis des siècles et des siècles et des siècles. Tout à coup, il y a comme une sorte d'émotion, de sympathie, de solidarité. Et cet événement, qui est beau, est en même temps un événement émouvant. Et vous pensez qu'il y a une forme de solidarité du public français qui est venu à l'égard des chrétiens d'Orient qui subissent ce que l'on sait aujourd'hui. Vous pensez qu'il y a de cela ? Absolument. D'ailleurs, ce qui est passionnant aussi, c'est de constater que des publics très différents s'entremêlent. Des gens de toutes origines, religieuses, spirituelles, des incroyants aussi. Et donc, je crois que l'exposition aura contribué à accréditer clairement la vérité. La vérité, c'est les chrétiens sont chez eux dans le monde arabe. Première question de Damien Le Boulanger de RCF. Damien. Jack Lang, justement, l'Institut du monde arabe est largement financé par les pays musulmans, les pays arabes, les pays du Golfe notamment. Comment ont-ils réagi lorsque vous leur avez proposé cette exposition ou lorsqu'ils ont découvert cette exposition ? Je me permets de rectifier ce que vous venez de dire à l'instant. Nous ne sommes pas financés par les pays arabes. C'était le cas il y a une vingtaine d'années. Et pour des raisons diverses, ces financements ont cessé, sauf pour la contribution à la restauration du bâtiment. Et en effet, par exemple, pour la remise en mouvement des mouchards habillés, qui sont célèbres dans le monde entier, conçus par Jean Nouvel et Architecture Studio. Là, nous avons fait appel à des pays qui avaient de l'argent pour financer cette restauration. À l'exception donc de la restauration du monument, nous ne sollicitons pas le concours de gouvernement pour telle ou telle activité. En même temps, je crois que les mentalités évoluent. Bon, je suis un optimiste, évidemment, vous le savez, inoxydable. Et je pense que depuis 4 ans que je suis là, je note que, je ne parle pas des terroristes, évidemment, qui, eux, iront jusqu'au bout de leurs actions.
jusqu'au bout, jusqu'au moment où on réussira à les éradiquer complètement. Il y a dans la pensée de nombreux Arabes aujourd'hui, de dirigeants aussi, le sentiment qu'il faut construire un monde multiple. Et surtout, le monde arabe, même si la religion musulmane y est dominante, ou la langue arabe y est dominante, les autres croyances, les autres héritages spirituels ont une légitimité historique et contemporaine. Une question de Corinne Laurent de la Croix. Corinne. Vous le disiez un petit peu, est-ce que les musulmans se sont déplacés pour voir cette exposition et est-ce que vous avez recueilli des réactions particulières ? Absolument. Et j'ai souvent croisé, je suis là presque chaque jour, c'est très émouvant, des gens qui viennent de partout, y compris des musulmans, et qui ont le sentiment, si vous voulez, d'abord de découvrir, de mieux s'informer. Et puis, vous savez, il y a des pays arabes où les chrétiens ont été mieux respectés qu'ailleurs. Et je pense au pays du Maghreb en particulier, où il y a une évolution extrêmement positive, aussi bien vis-à-vis des chrétiens que vis-à-vis des juifs ou d'autres croyances. Une question de Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Alors c'est une exposition patrimoniale, on y voit assez peu le sens, et c'est certainement la volonté de l'Institut du monde arabe, le sens politique. Est-ce qu'il y a un message sur les persécutions que vivent les chrétiens aujourd'hui ? Si on regarde l'exposition, ce n'est pas flagrant. Oui, c'est une exposition qui, vous avez raison, plutôt tournée vers la naissance du christianisme. Bon, les différents moments de l'histoire, y compris les croisades, mais aussi d'autres moments de syncrétisme, par exemple. Ça, c'est très, très fort. Constater, par exemple, ça, c'est un message pour aujourd'hui, que le Coran a pu être imprimé en langue arabe par l'entremise de l'imprimerie que des chrétiens avaient réussi à mettre au point. Et il y a une sorte de forme de syncrétisme tout au long de l'exposition qui est peut-être le message le plus fort. Mais il n'est pas certain que, en effet, dans la période très actuelle, la place ait été éventuellement suffisamment accordée. Mais est-ce que c'était la volonté de il y a par exemple une scène saisissante, c'est celle de chrétiens, chrétiens et non chrétiens sans doute, qui, sachant que Daesh est à proximité, enferme des manuscrits, les murs en quelque sorte derrière des cloisons pour les préserver de la destruction. Et ça, c'est très fort et très touchant. Corinne Laurent de la Croix. Et maintenant, que va devenir cette exposition ? Est-ce qu'elle va naviguer, être exportée ? Quels sont les projets ? Cette exposition, vous l'avez dit, donc je ne suis pas en train de faire les gros bras. Puis d'ailleurs, les gros bras. Et ce qui est passionnant dans cette histoire, c'est que c'est une œuvre collective. C'est les équipes de Lima. C'est aussi l'œuvre d'Orient, qui nous a énormément soutenus. Ce sont les différentes composantes du christianisme dans les pays. C'est la presse, la Croix en particulier, merci, qui a fait un travail absolument remarquable d'information, d'enquête. C'est vraiment il y a eu un enthousiasme collectif absolument incroyable. Depuis que je suis à la tête de Lima, jamais je n'ai connu un tel engouement, un tel enthousiasme, une telle passion, une telle générosité. Aujourd'hui, il y a 2 à 3 000 visiteurs par jour. On pourrait la prolonger pendant des semaines et des semaines. Et alors, pour répondre à votre question, elle va ensuite aller à Tourcoing, à Lima Tourcoing, l'Institut du monde arabe à Tourcoing, qui est une institution qui est en pleine ascendance, en pleine croissance. Elle sera d'ailleurs enrichie d'œuvres qui ne se trouvent pas encore à Paris. Par exemple, nous n'avions pas pu obtenir plutôt des œuvres venant de l'Irak pour des raisons administratives. Et le Premier ministre de l'Irak, nous rendant visite, s'en est étonné. Je lui ai dit, Monsieur le Premier ministre, faites quelque chose pour libérer ces œuvres et on les présentera. Ce sera le cas à Tourcoing. Puis après, donc 3 mois à Tourcoing, c'est le Premier ministre français qui inaugurera l'exposition.
Ensuite, à Monaco, le prince Albert nous a beaucoup soutenus et souhaite accueillir pendant l'été prochain l'événement. Et il n'est pas impossible que cette itinérance se prolonge. Question de Damien Le Boulanger de RCF. Itinérance qui pourrait se prolonger au-delà de la Méditerranée, dans les pays arabes, justement. Ce serait possible, évidemment. Vous avez déjà des contacts, On a vous avez des on a pris envies. des contacts. Simplement, c'est relativement coûteux. Le transport, l'assurance, la préservation, la sécurité. Mais ce n'est pas impossible. Les équipes de Lima sont en contact avec certains pays, par exemple avec le Maroc, pour envisager la présentation de l'événement hors de France. Et puis par ailleurs, il faut qu'on obtienne des prêteurs qui s'assurent la perpétuation pendant quelque temps de leurs prêts. Je prends l'exemple de l'œuvre la plus ancienne jamais découverte de la chrétienté en Orient, cette œuvre qui représente Jésus et le paralytique, qui date du IIe siècle. Elle appartient à l'université de Yale aux États-Unis. Dans un premier temps, nous avons eu beaucoup de difficultés à l'obtenir. Alors, je leur ai écrit, l'ambassadeur de France à Washington est allé les voir, ils ont dit oui. Ensuite, pour Tourcoing, c'était niet, si je peux dire, c'était no plutôt. Finalement, on les a convaincus parce qu'ils ont vu que l'événement était un événement d'ampleur. Et nous espérons l'avoir aussi pour Monaco. Alors, ce sont évidemment des discussions permanentes. Mais moi, je serais très heureux que l'exposition puisse, en effet, être présentée au-delà de la mer Méditerranée. Louis Dauphren, de Radio Notre-Dame. Louis. Est-ce qu'il y a de la diplomatie culturelle derrière pour la France? Est-ce que ça représente un accompagnement d'une politique et d'une intention politique? Il n'y a pas une intention au sens, je dirais, d'une stratégie ou d'une... Bon, d'abord, l'Institut du monde arabe est à la fois loyal à l'égard des autorités françaises sur le plan international. C'est d'autant plus aisé que la politique internationale de la France dans le monde arabe, hier et aujourd'hui, me paraît bonne et respectueuse, justement, des croyances et des idées et des civilisations. Mais en même temps, de fait, c'est vrai que l'exposition a un rayonnement dans les pays arabes assez extraordinaire. Hier, par exemple, je rencontrais un prince de l'Arabie Saoudite qui est chargé de l'aménagement d'un magnifique site en Arabie Saoudite où les chrétiens ont vécu aussi, les juifs, les nabatéens, etc. Et je lui disais, mais il me demandait mon avis, je lui disais, ce serait fantastique que vous construisiez un musée qui serait le musée des civilisations et des croyances. Est-ce que ça serait comme le Louvre qui s'est expatrié d'une certaine manière, qui a fait des petits à Abu Dhabi comme l'on sait? Est-ce que la vocation de Lima serait aussi de faire des petits dans le monde arabe? Nous essayons, mais disons que notre première vocation, c'est de nous renforcer, de nous développer sur le territoire français, d'être beaucoup plus présents dans les quartiers populaires. Nous avons des liens en particulier avec certains départements, le département de la Seine-Saint-Denis. Nous avons engagé des conversations aussi pour une implantation partielle à Saint-Étienne ou à Lyon. Et ça, c'est quand même notre mission première. Et puis, on ne veut pas non plus apparaître comme, je dirais, une institution, pas néocoloniale, mais qui voudrait, après tout, les pays arabes eux-mêmes ont leurs propres institutions, leurs universités, leurs centres de recherche. Mais un exemple, nous connaissons bien, vous et moi, la ville de Blois. J'y ai créé, avec votre soutien, les rendez-vous de l'histoire. Ces rendez-vous de l'histoire, nous les avons créés aussi à l'Institut du monde arabe. Ils auront lieu au mois de mai ou juin prochain. Le thème, d'ailleurs, ce sera les liens entre la France et le monde arabe. Et nos amis marocains, l'Académie royale du Maroc, souhaitent accueillir un tel événement avec notre soutien à Rabat. Une question de Corinne Laurent de Lacroix. Comment gère-t-on l'Institut du monde arabe sur le plan financier? Est-ce que le mécénat, comme on le voit parfois aux États-Unis, pourrait être une solution? Est-ce qu'il y a des projets qui vont au-delà des grandes expositions qui ont eu souvent du succès? Sans le mécénat, je fermerai les portes.
Même si le gouvernement français, notamment le ministre des Affaires étrangères, et particulièrement M. Ayrault et M. Le Drian, ont maintenu avec vigueur leur contribution, qui est de 23 millions par an. Ça nous permet d'entretenir le bâtiment et le personnel. Mais tout le reste, par exemple l'exposition Chrétien d'Orient, il nous a fallu frapper à toutes sortes de portes, des mécènes privés surtout. Et d'ailleurs, la collecte a plutôt été heureuse. Nous avions financé l'exposition avant même qu'elle n'ouvre. Donc, sans mécénat, nous ne pouvons pas concevoir ces expositions, ces forums, ces colloques, ces manifestations. Disons, jusqu'à présent, nous avons réussi, plus que jamais d'ailleurs, à collecter des sommes non négligeables. J'espère que ça continuera. Et pourtant, on parle que du déficit de l'IMA. Vous avez un gros déficit. On en a parlé, mais on n'en parle plus, puisque mon ambition, je n'ai jamais supporté les déficits. Jamais. Je trouve que accepter, quand on dirige une institution, d'être en déficit, c'est se mettre en situation de quémande, de dépendance, de soumission. Et donc, quand je suis arrivé il y a 4 ans, la situation n'était pas brillante. Et mon ambition, c'était de redonner à la fois du souffle, de l'élan, et de trouver les financements et d'assurer les économies qui nous permettent d'être en équilibre. Et nous sommes en équilibre. Une question encore de Louis Dauphren de Oui. Radio Notre-Dame. Vous qui avez été le ministre de la Culture que l'on sait, qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion sur la politique culturelle de la France, de devoir recourir à du mécénat privé alors que la France est connue pour mener une politique publique extrêmement offensive sur le plan culturel? Est-ce que vous vous dites, maintenant il y a un principe de réalité, on ne peut pas faire autrement? Non, je ne suis pas contre le mécénat. D'ailleurs, j'ai moi-même fait adopter, dans les années 82-83, les premières lois favorables au mécénat. J'avais obtenu aussi, c'est différent, mais que les œuvres d'art soient exclues de l'ISF. Donc je ne suis pas contre le mécénat. Si c'est un complément, mais quand ça devient le cœur du financement, ça pose de vraies questions sur, en particulier, la capacité de ces institutions à parier sur la jeunesse, la nouveauté. Les mécènes se tournent plus volontiers, disons-le, vers les œuvres consacrées, les personnages déjà établis. Lorsqu'on présente de grands chefs-d'œuvre, alors le mécénat, on le trouve aisément. Et je pense sincèrement qu'il y a une progressive accoutumance des esprits à cette domination progressive du mécénat sur le financement public. Et ça fait partie aujourd'hui du discours officiel dans beaucoup de domaines, pas seulement pour la culture, mais aussi pour l'éducation, mais aussi pour la recherche. Enfin, je n'ai rien contre, il n'y a pas de position de principe, mais la France, c'est la France. Nous sommes un pays de tradition, je dirais, pardon d'employer ce gros mot, étatique. La France est ce qu'elle est parce qu'il y a eu, tout au long des siècles, des volontés, d'abord royales, puis impériales, puis républicaines, de construire des infrastructures, des écoles, des universités, des institutions culturelles. Et je ne voudrais pas, personnellement, vous poser la question que progressivement, cette exigence de service public soit remise en cause en raison d'un retrait des financements publics. Et Jacques Duhamel avait une très jolie formule. Ancien ministre de la Culture. L'ancien ministre de la Culture était un homme remarquable. Il disait, et son directeur de cabinet, M. Jacques Rigaud, le mécénat n'est pas là pour assurer les fins de mois de l'État. C'est une allusion à LVMH, par exemple? Oui, à l'époque, il ne pensait pas spécialement à LVMH. Bon, on retrouve, vous voyez qu'on a retrouvé le volontarisme de Jack Lang et c'est bon signe pour la suite. Nous marquons. Disons très franchement, je pense que les gens de culture, les gens de l'éducation, les gens de la recherche scientifique devraient être beaucoup plus énergiques sur ce sujet. Eh bien voilà, c'est dit. On y reviendra tout à l'heure. Nous allons parler plus politique dans une deuxième partie. Pour l'heure, nous marquons une
courte pause et nous nous retrouvons dans un très court instant avec Jack Lang. A tout de suite. Nous nous retrouvons sur ce plateau avec Jack Lang, ancien ministre de la Culture, de l'Éducation, président de l'IMA. Maintenant, on va parler un peu de politique. Il va être interrogé par Corinne Laurent de La Croix, Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et Damien Le Boulanger de RCF. Alors, Jack Lang, parlons quand même d'Emmanuel Macron. Comment vous le trouvez? On a l'impression qu'il y a de la décontraction chez ce nouveau président. Dans beaucoup de sonalités, c'est du Jack Lang, ça, non? Comment vous trouvez le nouveau président? Je n'oserais pas me comparer à lui, mais je me retrouve en effet dans cette volonté qui est la sienne d'agir, de construire, de transformer. C'est mon tempérament depuis toujours. En même temps, sa méthode me paraît excellente parce qu'il ne fait d'annonce que lorsqu'il est prêt. Il travaille, il fait travailler des équipes, il consulte sur tous les sujets, que ce soit le droit du travail, l'environnement ou le reste. Ce n'est pas de l'improvisation. Et je pense qu'on n'a pas à improviser quand on dirige l'État. Donc, du point de vue de la méthode, je trouve que sa façon de faire est excellente. À la fois, il veut profondément transformer les choses, mais pas n'importe comment, pas à la hâte, pas dans l'improvisation. Et voilà. Sur le contenu, on peut avoir des appréciations différentes, mais la méthode me paraît excellente, encore une fois, parce qu'elle associe des intelligences, des contributions diverses, et puis elle se traduit ensuite par une décision, et il l'a fait appliquer. Alors, la première question sur ce dossier, sur ce thème, est de Corinne Laurent de La Croix. Corinne. Justement, sur le fond, comment définiriez-vous le macronisme? Qu'est-ce que c'est? C'est du centrisme New Look, de la droite New Look, du giscardisme 2.0, a dit un ancien ministre socialiste? Oui. Vous voyez, on est obligé, comme vous-même, Odo, de faire référence à des catégories que l'on connaît déjà. Moi-même, je n'y échapperai pas. C'est un mélange d'humanisme, c'est ce qui me séduit plutôt, l'humanisme démocratique, disons. Reste posée, entre parenthèses, quand même la question des migrants. Mais jusqu'à présent, cet humanisme a été plutôt incarné avec justesse. De libéralisme économique. Et on peut pas, c'est pas un slogan, c'est une philosophie qui est très ancienne dans tous les pays, en France et ailleurs. Là, par exemple, les mesures fiscales adoptées sont des mesures typiquement libérales. Les exonérations accordées massivement aux entreprises ou aux particuliers. L'idée étant que ces exonérations vont contribuer à donner un coup de fouet à l'économie. Il aborde aussi les questions sociétales avec un esprit ouvert, sans chercher à provoquer, par exemple sur la PMA. Et d'ailleurs, dans son journal, La Croix en a parlé de manière très précise et très intéressante. Et là, je pense qu'il y pourra aller assez loin, pas sur les questions simplement de la PMA, mais sur d'autres sujets de société. Peut-être le point faible, c'est quand même la question sociale. La question sociale et la question urbaine aussi, qui sont liées. Je n'entrevois pas, mais peut-être je ne suis pas assez au courant, un vrai plan, un vrai projet d'envergure pour la reconstruction, la reconfiguration des quartiers populaires. Alors certes, on remet en mouvement l'Agence nationale qui avait créé M. Borloo. C'est une bonne chose. Avec quels moyens? Je ne suis pas sûr qu'il soit assez solide. Bon, c'est un point important. De même, il y a quand même aujourd'hui en France de grandes inégalités. C'est pas nouveau. Il faudrait songer à réparer les choses. Et sur ce plan-là, la corde sociale ne me paraît pas encore vibrer assez fortement. Vous craignez que ces inégalités s'accroissent dans notre pays? En tout cas, pour le moment, je ne sens pas de mesures qui
pourrait aller dans un sens différent. On dira, voilà, par exemple, les classes dédoublées dans certains quartiers populaires. C'est une mesure. Encore faut-il pouvoir la généraliser, ce qui n'est pas évident du point de vue budgétaire. Il y a quelques mesures, mais globalement, on aurait envie que l'action du gouvernement soit beaucoup plus tournée vers cette lutte contre les inégalités. Alors, il faut attendre aussi les réformes qui interviendront sur la formation professionnelle. Elle est capitale. Elle est capitale, je ne vais pas redire ce qui a été dit 1000 fois. Cette formation profite à ceux qui sont déjà formés et pas à ceux qui sont dans la mouise. De même, ce qu'il veut essayer d'entreprendre dans le domaine des retraites ou de la sécurité sociale, peut-être qu'il y aura là de bonnes surprises. Une question de Louis Dauphren de Radio Notre-Dame pour prolonger le débat. Louis. Oui, parce qu'on se demande toujours un peu quel est le logiciel en fait qui fonctionne aujourd'hui et est-ce qu'il représente pour vous la façon dont la France sera amenée à de toute façon être dirigée à l'avenir? Est-ce qu'à votre avis c'est une solution pérenne dans laquelle on est engagé ou est-ce que c'est un phénomène de jeunisme comme a été d'une certaine façon Valéry Giscard d'Estaing à une certaine époque? Bon, disons que si nous en sommes là, c'est le fruit d'une conjonction de circonstances qui ne se reproduisent pas nécessairement, mais qui peuvent être durables, et d'une volonté forte, puissante, celle d'Emmanuel Macron. Les circonstances, c'est la gauche émiettée, c'est une droite qui s'est déconsidérée, en particulier à travers la candidature Fillon. Mais pour l'heure, c'est durable, parce que la gauche éprouve de très grandes difficultés à se reconstruire, et c'est normal. Il faut du temps. Et la droite est émiettée entre 1000 et une tendances entre lesquelles on a de la peine à se reconnaître. Donc du coup, le président de la République dispose, comme personne dans le passé, sauf peut-être De Gaulle après 68, et ça n'a pas duré longtemps, personne comme a disposé d'une telle assise, d'une telle solidité de la majorité. Mais est-ce que c'est un phénomène populiste? Est-ce que ça peut durer? Selon vous? Ça peut durer, oui, ça va durer déjà tout le temps du quinquennat. Bon, après, nous verrons. Oui, un phénomène populiste dans le sens où on a la génération Trump, on a la génération... On a un sentiment qu'il y a un basculement de la vie politique vers une autre forme de communication, tout simplement un nouveau lien, et que ça a ringardisé toutes les composantes politiques jusqu'à présent. C'était déjà ringardisé elles-mêmes. C'est une des raisons de leur échec. Elles maniaient la langue de bois à loisir, sans imagination, sans créativité. Et de ce point de vue, disons-le, Emmanuel Macron, on peut ne pas être d'accord avec tout ce qu'il propose, a quand même un cerveau qui marche à 1000 à l'heure. Il a des neurones en mouvement. Il parle une langue qui n'est pas la langue empruntée, la langue de bois ou la langue de caoutchouc. Donc c'est plutôt positif. Mais, pardon, je ne vais pas vous suivre sur le terrain sur lequel on mettrait sur le même plan Trump, qui est pour moi l'abomination de l'abomination, et Emmanuel Macron, qui incarne au contraire une certaine idée de la civilité, de la civilisation et de l'humanisme. Une question de Damien Le Boulanger de RCF. Vous souligniez, Jack Lang, tout à l'heure, que vous aviez un certain nombre de sujets, vous étiez sur la même ligne, le même dynamisme qu'Emmanuel Macron. Vous avez fait une petite aparté en disant, sauf peut-être sur les migrants, sur la question des migrants, faites-vous une différence entre les migrants économiques et les réfugiés politiques? Je ne suis pas la question jour après jour. Je ne suis pas un spécialiste. Mais en même temps, si on regarde les choses sur la durée, les phénomènes de migration dans l'histoire et dans le futur ne sont pas des phénomènes simplement liés à des régimes politiques. Ils sont liés aussi à d'autres phénomènes, des phénomènes climatiques, des phénomènes économiques. Et donc, établir une cloison étanche entre les uns et les autres, je crains que ce soit un pur affichage politique, et ça ne tiendra pas nécessairement longtemps. Et en plus, quand même, là je raisonne
avec mon cœur plus qu'avec ma raison. Ces personnes qui ont franchi les déserts, les mers, ont subi les pires humiliations, violences, tortures, sont des gens que j'admire, que j'ai envie de les prendre dans mes bras. Et ils ont par conséquent humainement une valeur grande. Et moi, j'ai bien apprécié quand Mme Merkel a ouvert les portes de Vous l'Allemagne. seriez pour qu'on les accueille sans condition, tous? Non, je pense que l'Allemagne, d'ailleurs Mme Merkel l'a un peu regretté parce qu'elle l'a fait trop vite. Il faut trouver les voies, il faut trouver les solutions. Il faut pas mais je pense que la vocation française, c'est quand même... alors, puisque vous êtes une radio et des journaux chrétiens, rien n'est plus beau que l'Évangile, que les Évangiles, qui indiquent comment l'on doit accueillir l'autre, celui qui n'est pas de la famille, celui qui vient d'ailleurs. C'est à la fois une tradition chrétienne et une tradition française. C'est la première fois que j'entends Jack Lang faire du prosélytisme pour le C'est christianisme. pas du On vous en remercie, Ce Jack n'est pas Lang. du prophétisme. Vous savez, je suis je suis un croyant, mais j'aime énormément lire les évangiles. Le personnage de Jésus me touche énormément. Cette encyclopédie qui vient de paraître, je me la suis procurée aussitôt. Et je trouve que on aurait, sans lien avec la croyance, tout intérêt aujourd'hui à se plonger dans les évangiles. Parce que c'est un message d'amour. Et pour moi, la politique, ça devrait être d'abord un message d'amour. Eh ben, c'est parfait, on est en phase. Corinne Laurent de la Croix. Oui, mais cette politique du gouvernement sur l'immigration et l'asile, vous la jugez trop dure? Je sais pas sur la ville, non, sur la ville, pour l'instant, elle est en... L'asile, pardon. Pardon? L'immigration et l'asile. Et l'asile, pardon, excusez-moi. Non, c'est... Non, sur l'asile, non, ce qui a été dit va dans le bon sens. C'est-à-dire que ce que le précédent gouvernement avait entrepris déjà, mais là, ils vont accélérer les choses, c'est qu'il est anormal que, contrairement à d'autres pays, que l'asile soit accordé après une trop longue procédure. Donc le gouvernement souhaite accélérer les choses, et il a raison. Au-delà de l'asile, bon, je pense qu'il faut essayer de trouver les voies et moyens pour accueillir le mieux qu'on peut ceux qui viennent pas si nombreux. Écoutez, il faut aussi de temps en temps qu'on dise à nos concitoyens, voyez ce qui se passe au Liban, petit pays non pas par la culture mais par la taille, 2 millions de réfugiés. La Jordanie, petit pays par la taille, 2 millions de réfugiés, etc. Bon, nos amis italiens, en raison de la géographie, ont accueilli aussi beaucoup, l'Allemagne et d'autres. Vraiment, en proportion, nous sommes loin d'être les premiers. Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Une question. Alors moi, je voulais voulais l'audiovisuel. Oui, voilà, je voulais changer de sujet en parlant de l'audiovisuel public. Est-ce qu'il y a parce qu'apparemment il y a des remaniements en perspective et qu'Emmanuel Macron a eu des paroles assez dures sur le sujet. Est-ce que vous auriez une ambition? Est-ce qu'il y a une ambition à avoir pour cet audiovisuel public? D'abord, est-ce que ça va mal et est-ce que ça peut aller mieux? Et comment? Un long silence. Non, parce que au dictionnaire des idées reçues d'antan, on aurait pu, si ça avait existé, mettre audiovisuel public parmi les idées ou les clichés. Ça va toujours mal, quelle que soit l'époque, en 1960, en 1980, etc. Non, il y a d'abord de belles choses qui sont réalisées par le service public. La radio en particulier, moi je suis fier de la radio, de Radio France. France Musique, France Inter, France Culture, enfin, etc. C'est un travail absolument remarquable. Bon, la télévision, c'est... Bon, il y a des hauts et des bas. Je suis fier d'Arte, j'ai un petit peu contribué à sa création. Fier de la 5, qui est une belle chaîne de production et de programmation. Là où, effectivement, il peut y avoir une interrogation, c'est sur la manière dont peut fonctionner le gros morceau, c'est-à-dire France 2 et France 3. Il faut veiller à ne pas déstabiliser trop le système. Alors, je ne sais pas quelles idées
le président a conçu pour le service public. On dit il dépense trop. Encore faut-il voir de près. La redevance elle-même a peu évolué. Elle a plutôt stagné. Les gouvernements d'ailleurs sont très peu courageux. Ils n'osent pas augmenter la redevance. La redevance française est pour le service public la plus faible d'Europe. Elle est inférieure à la redevance allemande, elle est inférieure à la redevance britannique. Bon, il y a des éléments... Non, pour moi, si vous voulez, il y a une chose qui fait défaut dans le système public, c'est que la place accordée, alors peut-être c'est une obsession personnelle, mais je ne le crois pas, la place réservée à la culture est beaucoup trop modeste. La place réservée aux livres, en particulier, est inférieure à ce qu'elle était naguère, même s'il y a de bonnes émissions. Les journaux télévisés, quand même, se tournent davantage vers ce qui est supposé être à la mode ou vers ce qui marche, révèlent rarement de nouveaux talents. Il y a quand même un effort à faire. Là, est-ce que c'est la volonté du gouvernement? Je l'ignore. Une question de Corinne Laurent Delacroix. Oui, Brève. on va essayer. On le voit, les habitudes des téléspectateurs changent. Les derniers chiffres montrent que le public se déplace vers les chaînes de la TNT. Les jeunes ne consomment pas, entre guillemets, l'information de la même façon. Ils sont sur des tablettes. Donc, vous parliez de la redevance. Malgré tout, c'est peut-être une donnée à prendre en compte, ces nouvelles habitudes. Bon, d'abord... Une réponse brève. Non, quand des émissions sont regardées sur les tablettes, c'est quand même... Il y a un producteur, c'est un émetteur, c'est la télévision elle-même, qui, de ce point de vue, pourrait mériter une rémunération. Et puis, les chaînes de la TNT, oui, mais moi je suis de ceux, mais je suis de ce point de vue-là trop volontariste sans doute. J'estime que le CSA et les autorités publiques devraient veiller à la qualité de certaines de ces émissions aussi. Il n'y a pas que le service public. Il y a ces chaînes qu'on a transférées gratuitement à un certain nombre de gens qui font ce qu'ils veulent. Ça, ce n'est pas normal. Et donc, s'il y a une remise en ordre à faire, elle doit être complète, y compris peut-être sur certaines chaînes privées. Eh bien, merci. Merci Jack Lang de cette déclaration, cette appréciation sur l'audiovisuel. Nous marquons une toute petite pause avant d'aborder un autre sujet avec vous, Jack Lang, et nous disons à tout de suite à nos téléspectateurs et auditeurs. Nous nous retrouvons pour la troisième et dernière partie de ce Face aux chrétiens avec, pour inviter cette semaine, Jack Lang, ancien ministre, président de l'Institut du monde arabe. On a parlé longuement de la grande exposition sur les chrétiens d'Orient. Maintenant, on parle plus sur les dossiers politiques avec lui. Alors, on va parler tout à l'heure de la gauche, mais il y a eu ces jours-ci une intervention du président de la République lors de ses vœux, notamment puisque vous avez été ministre de la Culture, chargé de la communication. Nous venons de parler de l'audiovisuel public et il a parlé d'une loi sur les mots horribles, les fake news, disons, sur les fausses nouvelles. Une loi sur les fausses nouvelles. Comment vous réagissez devant cette proposition? Je dirais pourquoi pas, mais je ne sais pas comment on s'y prend. Je n'ai pas réfléchi, donc je ne peux rien vous dire de plus. Je déplore, comme vous, qu'on utilise cette expression américaine fake news. Parlons français en France. Voilà, le reste, ça me paraît plutôt, que sans avoir vraiment réfléchi, ça me paraît pas facile. Qui serait chargé de distinguer le vrai du faux? Y aurait-il une autorité supérieure, un juge? Et pourquoi un juge serait-il armé pour établir cette distinction? Je ne sais pas, mais attendons. Le président s'est accordé quelques mois. Alors, parlons de la gauche. On en a dit, vous en étiez, vous l'avez longtemps incarnée d'une certaine manière. Elle est en piteux état. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? C'est fini la gauche? Est-ce que maintenant, avec un président qui se présente ni de droite ni de gauche, on va laisser passer un certain nombre d'années pour reparler de la gauche? Dans quel état est-elle? Bon, d'abord, la gauche, ou les idées de gauche, ne s'incarnent pas seulement à travers une structure. Elles existent, ces idées, ici et là, à travers des personnes, des groupements, des mouvements. Donc ce n'est pas nécessairement un parti. Non, c'est déplorable qu'en effet, la gauche soit à ce point balkanisée.
Et le paysage, vous le connaissez comme moi. Mais ce n'est pas né avec Emmanuel Macron. Il a pu contribuer, par son autorité personnelle et son prestige, à accélérer ce mouvement d'émiettement. C'est ancien. Et la gauche est en grande difficulté depuis très longtemps. Elle n'a pas été capable de se renouveler depuis 10 ans. Depuis votre départ, dites-vous? Non, non, je n'ai pas dit ça. Mais quand même, quand je vois que Emmanuel Macron a eu cette capacité que j'approuve, de renouveler profondément et les députés, et les ministres, et même les collaborateurs, ses propres collaborateurs, les collaborateurs élyséens. Et quand je compare cela avec la situation antérieure, et c'était toujours les mêmes, qui étaient là, fatigués, usés, ratiocinant les mêmes choses. Bon, c'est vrai que depuis longtemps, on avait besoin d'un coup de jeune, d'un coup d'énergie. Et la gauche s'est tuée elle-même. Quand vous voyez que certains ex-socialistes sont devenus des collaborateurs à un rang élevé chez Emmanuel Macron. Mais comment se fait-il que ces personnes de talent n'aient pas été sollicitées par le Parti socialiste quand il était au pouvoir? Pourquoi toujours les mêmes? Mais on a envie de vous poser la question, oui, on vous la pose. Et parce qu'il y a eu un manque de leadership, un manque de réflexion, un manque de vision. On a changé le premier secrétaire par 2 fois. Les congrès étaient plus ou moins pitoyables. Enfin, il y a eu c'était le degré zéro de la politique. D'abord, le manque d'idées, le manque d'imagination. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. N'est-ce pas parce que culturellement, la gauche a tout eu et elle triomphe dans les esprits, finalement, que c'est la rançon de l'apogée, d'une certaine façon, non? L'apogée, c'est pas nécessairement le pouvoir. L'apogée, c'est quand des idées... Culturellement. Culturellement, oui. Je ne le crois pas aujourd'hui. Si on analyse un peu l'évolution des idées, nous observons, tout à l'heure nous l'évoquions à propos de l'économie, l'idéologie libérale, il en faut un peu, progresse à pas de géant, tandis que l'idéologie, je dirais, du service public recule. En tout cas, il n'y a plus ces défenseurs que nous connaissions. Les syndicats sont affaiblis. Les syndicats ouvriers, les syndicats de l'enseignement, les syndicats sont affaiblis. Et ce n'est pas une bonne chose pour la démocratie. C'est pas une bonne chose. C'est bien que Emmanuel Macron ait les coups des franges. En même temps, pour la vie démocratique du pays, c'est une très mauvaise chose qu'il n'y ait pas d'opposition, qu'il n'y ait pas de syndicats aussi forts que ceux qu'on a connus naguère. Corinne Laurent, La Croix. Vous parliez justement des syndicats. Je voulais vous demander quelle place pour la social-démocratie en France. Aujourd'hui, on sent que l'avenir du Parti socialiste ne vous intéresse peu, mais malgré tout, quelles peuvent être les recettes de sa refondation? Oui. Quand on dit social-démocratie, comme vous le savez, ça veut dire un lien particulier entre une organisation politique et les corps intermédiaires, notamment des syndicats. Or, aujourd'hui, les syndicats sont affaiblis, puis la tradition française de séparation syndicats, partis politiques, et les partis politiques eux-mêmes sont dans un état de déliquescence avancée. Alors avant de songer à une social-démocratie, encore faut-il qu'il y ait un commencement de renaissance. Alors peut-être ça se produira au sein du Parti socialiste, je n'en sais rien. J'ai vu que Mme Belkacem se retirait. Qui maintenant va prendre le relais, je ne le sais pas. On verra bien. Moi, je reste membre du Parti socialiste par sentiment, par fidélité. Mais bon, je ne participe plus du tout aux réunions, aux colloques ou aux instances. Damien Le Boulanger, RCF. Jack Lang, vous l'avez dit, jusqu'à maintenant, la gauche a eu du mal à se renouveler. Là, il y a cette opportunité pour que chacun puisse soumettre ses idées, se mettre en avant. Pourtant, quand on regarde les candidatures à la tête du Parti socialiste, pour l'instant, il n'y a qu'un seul candidat.
comment expliquer ce manque d'ambition, ce manque d'envie, en tout cas apparent, des membres du parti, ou en tout cas de la gauche, de ce qu'il en reste? Oui, écoutez, c'est une période, comme on a pu en connaître avant que François Mitterrand n'ait entrepris cette longue marche vers la construction d'un parti socialiste nouveau. Et il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des moments très durs, très difficiles, des épreuves. Ce sera une longue marche. Je pense que et mieux vaut, je dirais, plutôt que d'ambitionner de créer une organisation dont on n'a pas les moyens, réfléchir, se donner le temps de réfléchir à ce que pourrait être une politique renouvelée, une politique progressiste réellement nouvelle. Bon, il y a des domaines dans lesquels la gauche ou les idées de gauche pourraient apporter du neuf. C'est dans le domaine de l'éducation. Or, c'est fort peu engagé sur ce terrain. C'est dans le domaine de la recherche scientifique. C'est dans le domaine de la culture. Là, on ne l'entend pas. Elle est silencieuse. Alors, les dirigeants pourraient choisir tel ou tel angle d'attaque pour renouveler la pensée. Et je pense que la France aurait besoin, par exemple, d'une véritable révolution éducative. Les mesures qui sont prises aujourd'hui, certaines d'entre elles sont bonnes, le rétablissement du latin et du grec, le rétablissement des classes européennes, le dédoublement de classes en CP, mais on ne s'attaque pas au vrai problème. Et le vrai problème pour l'école, pour moi, c'est la formation des maîtres. C'est un chantier laissé à l'abandon depuis trop longtemps. Si vous voulez changer l'école, il faut donner aux maîtres une formation pratique, concrète, beaucoup plus proche de l'enseignement. De même, il faut instaurer un système de formation continue qui n'existe pas. Or, je constate que le gouvernement actuel, comme le gouvernement précédent, se préoccupe fort peu de la formation des maîtres. Donnez-moi de bons maîtres, je vous ferai une bonne école. Très bien, ça. Une question de Corinne Laurent Delacroix. Corinne. Oui, cela fait 3 ans qu'il y a eu des attentats contre le journal Charlie Hebdo et l'Hypercacher à Paris. Que reste-t-il, selon vous, de l'esprit du 11 janvier qui avait prévalu alors ? On ne peut pas défiler tous les jours, on ne peut pas manifester tous les jours. Moi, je pense quand même qu'au cœur des citoyens, c'est peut-être mon optimisme inoxydable qui me fait dire cela. Je pense que cette aspiration à une société de liberté et de respect est forte, et plus forte, beaucoup plus forte que les intolérances, que les violences. Et je crois qu'au fond du fond, la France est un pays qui a énormément progressé, intellectuellement, mentalement. J'ajoute que parmi les choses heureuses de la présidence Macron, il y a sa politique internationale, qui est une politique, quand même, par contraste avec cet abominable Trump, qui est une politique d'ouverture, de respect, et qui tente de... C'est pas facile de concilier le respect des droits et les relations pacifiques avec les États. Et puis, il y a son engagement européen. Ça, c'est extraordinaire, quand même. Je n'ai pas connu un engagement européen aussi profond, aussi fort, aussi déterminé que depuis François Mitterrand. François Mitterrand, pour d'autres raisons, l'après-guerre, sa formation, sa culture, était européen jusqu'au bout des ongles. Mais Macron, d'une autre manière, l'est aussi. Et c'est une bénédiction pour la France. Par rapport à la question que vous posez, c'est oui, nous sommes un pays qui devons cultiver l'esprit de solidarité, de respect, nous devons soutenir toutes les valeurs humaines et humanistes. Et je dis merci au président Macron d'être à ce point un Européen engagé. Alors, justement, on va terminer l'émission, on arrive à la fin. J'ai 3 courtes questions avec 3 courtes réponses. Quelle est la décision la décision d'Emmanuel Macron qui vous a le plus enthousiasmé ? Je viens de vous dire à l'instant. Bon. Son engagement européen, doublé des déclarations qu'il a faites récemment en Afrique. La proposition que vous désapprouvez, que vous n'avez pas aimée ? Je désapprouve. Une décision ? Je désapprouve
comme je l'ai fait du temps de François Hollande, l'abus de ces mesures d'exonération fiscale qui ne s'accompagnent d'aucune contrepartie, sont des milliards et des milliards. Et en particulier, ça c'est un aspect. Et l'autre aspect, c'est que l'histoire de la taxe d'habitation, je comprends très bien l'arrière-plan, c'est-à-dire on la supprime pour apporter du bienfait à tous les habitants des communes. En même temps, ce sera une très lourde charge pour l'État, pour se substituer à cette ressource qui disparaît. Et ça risque de se faire au détriment de dépenses ou d'investissements importants dans l'éducation, dans les transports, dans le logement, dans la recherche scientifique. Ça, je ne comprends pas. C'est-à-dire, si j'avais pu le convaincre à un moment ou à un autre, ne le faites pas, vous vous mettez sur le dos une charge très lourde qui ira au détriment d'autres investissements. Il va regarder l'émission, il changera d'avis. Merci Jack Lang de votre intervention face aux chrétiens. Je redis à nos téléspectateurs et auditeurs que s'ils ont pris cette émission en cours, ils peuvent la regarder dans son intégralité sur les sites de La Croix, de KTO, de Radio Notre-Dame et de RCF. Et bien évidemment, on vous dit à tous à la semaine prochaine.